Bonjour à toutes et à tous, rebonjour pour ceux qui ont vu la première conférence. Désolé, on a quelques minutes de retard, donc on va essayer de tenir le timing, sinon potentiellement on terminera à 12h05 au lieu de midi, voilà. Donc je vais faire un petit message donc sur tout ce qui est technique. Donc n'hésitez pas à me dire si vous m'entendez, vous me voyez bien dans le chat. Donc c'est l'onglet discussion, vous avez un petit bouton bleu qui affiche hôte et panéliste. N'hésitez pas à cliquer dessus, à mettre pour tout le monde, comme ça tout le monde verra vos commentaires. L'objectif du chat, voilà, Laure, merci pour ce message. L'idée, c'est de pouvoir commenter entre vous. N'hésitez pas à rebondir sur cette conférence. Et si vous avez des questions pour nos deux conférenciers, donc Hélène et Philippe, n'hésitez pas donc à questions et réponses Q&A dans votre menu Zoom. Vous pouvez également commenter, voter pour les meilleures questions et ça leur permettra de prioriser. Comme vous avez vu, c'est assez intense ces conférences. Donc comme ça, ils pourront aller à l'essentiel durant ou après la conférence. Donc, j'invite Hélène et Philippe à venir me rejoindre. Si vous pouvez allumer votre micro et votre webcam. Et la parole est à vous. Je vous souhaite une bonne conférence. Bonjour Merci à tous. Benoît. Bonjour à tous. Bienvenue du coup à cette deuxième conférence de la journée. On commence effectivement avec 5 minutes de retard, mais tout va bien se passer. J'aurai le plaisir de co-animer le webinaire avec Philippe. Merci Philippe d'être là. On va vous parler refonte aujourd'hui, Philippe et moi, puisque vous le savez peut-être ou pas, la refonte c'est un sujet chaud pour tout le monde, que ce soit côté annonceur ou prestataire. Tout simplement parce que les enjeux sont gros, sont vraiment importants. C'est un cycle de vie essentiel pour votre site. Et ce qui va garantir que votre refonte soit réussie, c'est vraiment la collaboration étroite entre tous les acteurs du projet. Et sans ça, ce sera compliqué d'accoucher d'un site qui soit satisfaisant de tout point de vue, que ce soit d'un point de vue visuel, UX, SEO ou performance tout simplement. Avant de commencer, je vais me présenter. Donc, je suis Hélène Domergue, je travaille chez Cybercité depuis 12 ans maintenant et je suis sur un poste de chef de groupe SEO, SIA Média. Si vous ne connaissez pas Cybercité, c'est une agence qui met à votre disposition 130 experts. On a 22 ans d'expérience sur le marché. On est répartis sur 6 agences en France. L'agence principale, c'est-à-dire le siège, se trouvant sur Villeurbanne. Notre cœur de métier, c'est vraiment l'acquisition de trafic et le développement de votre business. Donc, on est répartis sur plusieurs pôles d'expertise, que ce soit SEO, SIA, médias, en passant par content marketing, tout ce qui est stratégie off-page également et la data analyse pour l'optimisation de vos conversions. On a aussi la chance de disposer d'un pôle R&D qui nous crée des outils vraiment sur mesure pour qu'on soit vraiment à la pointe sur nos métiers. Et puis évidemment, on travaille avec toute typologie de comptes, que ce soit grand compte, moyen, petite PME, et dans tous les secteurs d'activité, que ce soit tourisme, e-commerce, institutionnel, santé, et j'en passe. Je te laisse la parole, Philippe, pour te présenter. Bonjour à tous. Moi, je suis Philippe Cavallini, directeur technique de la société ITIS Commerce. On existe depuis 15 ans et on est un partenaire technique de Cybercité. Partenaire technique, c'est-à-dire que on va en discuter tout au long de ce passage, mais dans un site, il y a plusieurs éléments dans la refonte, mais il y a aussi, il faut bien fabriquer le site. Nous, on fabrique le site. Page suivante, je ne sais pas comment je te le dis. Voilà, donc on existe depuis 16 ans, on est une petite vingtaine, on a fait un peu plus de 1000 sites, ça fait déjà peut-être une dizaine d'années, 8-10 ans qu'on fait du PrestaShop. On est certifié Platinum, c'est le plus haut niveau d'expertise. Et on est aussi, donc comme disait Hélène, nous aussi, on est en Rhône-Alpes, on est sur Lyon et on est formateur sur Lyon. On a deux types d'activités, donc un pôle e-commerce dans lequel on fait du PrestaShop, donc on ne fait que du PrestaShop, rien d'autre que des sites de e-commerce. On les crée, on fait les refontes et on vous forme à l'exploitation de votre site e-commerce, gérer les contenus, gérer le catalogue, etc. Voilà. Je vois les deux en même temps. Donc, nos activités, c'est la création de sites, création, migration. Quand vous avez terminé vos sites, on peut faire l'entretien des sites, soit avec du support, soit avec de la maintenance applicative. On fait l'hébergement si vous en avez besoin. On fait l'intégration avec des logiciels de gestion, donc les ERP, la compta, la GESCOM, les logiciels de gestion. Et on fait la formation. Voilà. Alors, on va parler de refonte d'un site. Et dans la refonte d'un site, on est
plein de fois, nous, on nous pose la question à nous dire, mais pourquoi il faut que je refasse mon site? Je l'ai refait il y a 3 ans. Il marche bien. Par contre, on nous dit, soit je suis plus bien référencé, soit… donc, il y a plusieurs aspects dans la refonte du site. Il y a les aspects techniques et les aspects… alors, les bénéfices techniques, les bénéfices d'usage et les bénéfices SEO. Alors, dans les bénéfices techniques, quand vous refaites votre site, comme vous êtes déjà plus au bout du jour, il y a déjà pas mal de choses qui sont intéressantes pour vous techniquement déjà. Quand votre site il a 2, 3, 4 ans, on le refait esthétiquement. C'est-à-dire que tous les aspects, je sais pas, les nouveaux boutons, les nouveaux looks, les nouveaux usages, tous ces sujets-là, on les revoit. C'est-à-dire qu'on revoit avec vous une charte graphique ou en tout cas une esthétique plus moderne. Ça veut dire que votre site il est plus dynamique et puis on voit qu'il se passe des choses et que votre site il est vivant. Il y a aussi pas mal de choses sur la sécurité. Donc, nous, régulièrement… Alors, c'est vrai que ces sujets-là, on ne les voit pas beaucoup, vous ne les voyez pas beaucoup, mais dans les corrections de failles de sécurité, nous, on utilise un CMS qui s'appelle PrestaShop. Et quand vous avez une version qui a 2, 3, 4 ans, il y a tout un tas de petits malins, comme c'est un logiciel ouvert et que tout le monde peut avoir les codes, il y a tout un tas de petits malins qui cherchent à voir les failles de votre site et qui peuvent s'en servir pour hacker, pour envoyer… pour s'en servir comme passerelle de mail, pour vous faire chanter, etc. Donc, nous, on revoit tout ce qui est la correction des failles de sécurité sur le logiciel, sur le système d'exploitation. Imaginez que votre site actuel il tourne sur une vieille version d'Unix. C'est pareil, il y a des failles. Et nous, on corrige régulièrement les failles. Vous avez des failles, PrestaShop, c'est écrit en PHP, il y a des failles sur le PHP. C'est du MySQL, donc il y a des failles sur le MySQL. Donc, faire cette refonte technique, c'est se maintenir à jour et éviter tous ces désagréments qui pourraient survenir. D'ailleurs, on peut voir qu'il y a de moins en moins de hacks ces dernières années, parce que les gens refondent plus souvent, plus fréquemment leur site. Ouais. Mais je me souviens qu'il y a encore 5 ou 6 ans, ça arrivait très souvent et ça foutait en l'air vraiment tout le travail SEO qui a été mené jusque-là. Aujourd'hui, c'est vraiment de plus en plus rare. Et puis, ce n'est pas du tout anecdotique. C'est-à-dire que moi, en tant qu'intégrateur technique, si vous saviez le nombre de clients ou même de gens qui ne travaillent pas avec nous et qui nous appellent en panique absolue parce que leur site se fait hacker, a posteriori, c'est compliqué. Voilà. Donc, ce n'est pas le bénéfice principal qu'on attend d'une migration technique, mais c'est quelque chose qui n'est pas à négliger quand même. Ensuite, il y a d'autres types de bénéfices. Google change régulièrement ses algorithmes. Donc, par exemple, quand on fait un Google PageSpeed pour voir un peu la vitesse de son site, il regarde le nombre d'éléments qu'il va y avoir, le nombre d'éléments techniques qu'il va y avoir sur le site. Et donc, des sites anciens ou même des sites des fois qui ont 2 ans où ils ont trop d'éléments. Par exemple, il y a trop de JavaScript, il y a trop d'images, il y a trop de… Je ne sais pas si ça vous parle, le DOM, mais le DOM, c'est la manière dont est construite la page. Il y a trop d'éléments imbriqués les uns dans les autres et ça ne va pas. Il y a les Web Core Vitals, donc les éléments de balisage essentiels, les H1, les H2, tout ça qui sont plus organisés comme ils auraient dû l'être. Et tout ça, on le revoit aussi dans la migration technique. C'est-à-dire que nous, on a des cahiers de migration où on voit les choses et on s'assure que les sites qui sortent, on les livre à Cybercité pour qu'ils puissent faire déjà leur boulot de manière propre. Et puis, vous aussi, quand on est dans les refontes, parce que là, on parle bien aujourd'hui de refonte, si vous avez bien fait tout le boulot, vous avez pris de l'ampleur, vous livrez de plus en plus de colis, vous livrez de plus en plus de choses. Et régulièrement, on nous dit, moi, je voudrais intégrer ça avec mon logiciel de gestion. Avec mes logiciels de gestion, donc je ne sais pas, c'est BP, Sage, Microsoft Dynamics, ça peut être SAP et plein d'autres. Pour certains commerçants, ils font des salons, ils ont besoin de l'interfacer avec des logiciels de caisse. Voilà. Et puis les gens aussi qui ont de plus en plus de trafic, ils ont besoin de voir d'où vient le trafic, etc. Et quand on fait la refonte technique, on met en place tous ces éléments qui vous permettent de vous interfacer. Et puis, après les bénéfices techniques, il y a les bénéfices d'usage. C'est-à-dire qu'il y a des technos qui n'existaient pas il y a encore 3 ans, ou même si elles existaient, elles n'étaient pas répandues. Par exemple, l'intelligence artificielle. Donc, je ne sais pas si vous avez déjà vu sur les sites web, mais il y a des fois des gens vous dites le moteur de recherche qu'ils me propose, il est génial.
il me donne des résultats auxquels j'avais même pas pensé, voire il corrige mes fautes d'orthographe. Et ben, ce qu'il faut savoir, c'est que ça, c'est pas fait avec de l'algorithmique classique. C'est pas si je cherche le mot plaquette de beurre, si je tape plaquette de beurre, il va me trouver plaquette de beurre, mais si je tape baguette de beurre, il ne me trouvera pas plaquette de beurre. Et donc, on met en place des nouveaux outils externes qui peuvent faire par exemple de la préconisation, etc. Et ça, c'est topissime parce que ça décuple les ventes. Puis vous êtes aussi confronté, alors je ne sais pas si on peut appeler ça dans les usages, mais les lois sur la RGPD. Donc, on découvre de plus en plus que maintenant, tous les 3 mois, on se rend compte que les sites ne sont pas conformes parce que nos députés nous ont pondu une nouvelle loi. On découvre que les cookies, il faut les tracer un peu plus. On découvre que globalement, il faut se mettre à jour sur l'usage. Donc, tous ces bénéfices-là, ça se fait lors d'une migration parce que prendre son site qui a déjà 3, 4, 5 ans et le réparer, on se rend compte que c'est trop de travail par rapport à une refonte complète. Puis aussi, il y a des nouveaux moyens de paiement qui peuvent arriver avec des nouveaux prestataires de paiement. On se rend compte qu'il y a des prestataires qui vous proposent du 3 fois ou du 12 fois sans frais, beaucoup plus sympathique. Dans tout ce qui est les fonctionnalités logistiques, on se rend compte que maintenant, il y a des passerelles avec des systèmes de logistique. J'en prends qu'un, mais comme SendCloud ou Shippingbo, qui vous permettent de délocaliser la logistique, de faire des remboursements partiels, de faire des expéditions partielles, de gérer les retours de manière plus performante, des choses comme ça. Dans les moyens de paiement, d'ailleurs, on voit de plus en plus de Paylib. C'est en train de foisonner. Voilà. Des Apple Pay, des Google Pay, etc. Donc, tout ça, c'est aussi, plutôt que de chercher à redévelopper sur des anciennes solutions, quand on fait la migration, on est beaucoup plus performant sur ces sujets-là. Puis, bien sûr, les nouveaux médias, tout ce qui est mobile, tout ce qui est principalement mobile, puisque là, on se rend compte que les 3 dernières années, ça avait déjà explosé avant, mais maintenant, c'est même plus linéaire, quoi, l'explosion. Puis ensuite, quand on fait la refonte, il y a aussi les bénéfices, après les bénéfices d'usage, il y a les bénéfices de SEO. Et là, je laisse la main à Hélène. Tout à fait. Je répondrai, on répondra peut-être aux questions juste après cette partie, si vous voulez bien. J'ai vu qu'il y en avait 2. En termes de bénéfices SEO, en fait, la refonte, c'est vraiment une chance pour nous, experts SEO, de pouvoir repartir de zéro ou en tout cas pouvoir vraiment optimiser ce dont on dispose au quotidien. Et parmi ces opportunités à saisir, il y a tout ce qui relève de la structure technique, évidemment. Selon la solution que vous exploitez à date, on peut faire le choix de partir sur une solution open source type PrestaShop, Magento ou même WordPress, qui évolue beaucoup plus vite d'un point de vue technicité et SEO et qui nous permettent d'avoir des résultats plus optimaux de manière beaucoup plus simple. Après, on peut aussi partir from scratch avec du développement spécifique où là, certes, c'est plus coûteux, mais nous, d'un point de vue SEO, on peut en fait formuler des demandes vraiment sur mesure qui nous permettent d'aller très précisément dans nos optimisations techniques et sémantiques. Philippe en a parlé, tout ce qui est Core et Vitals et temps de chargement, c'est vraiment essentiel depuis mi-2021. Il faut qu'on soit irréprochable, notamment sur mobile. Donc, en général, ça demande beaucoup de travail, donc vaut mieux passer par une refonte plutôt que de dépenser de l'argent parfois hors refonte. De moins en moins, on en profite aussi pour réécrire toutes les URL. Si votre site est vraiment ancien, on peut avoir des URL qui sont sans fin, avec des caractères exotiques qui ne veulent absolument rien dire et qui n'ont aucune portée sémantique. Donc ça, c'est important pour nous aussi. Et puis, tout ce qui est notion de crawl budget, c'est-à-dire tout ce qui est optimisation du crawl quand Google vient sur votre site, c'est l'occasion de repartir de zéro et pouvoir lui offrir vraiment un confort de crawl qui soit au top pour qu'il comprenne vraiment l'architecture de votre site et qu'il puisse délivrer des résultats pertinents côté utilisateur. Ensuite, on peut aussi saisir cette chance de refonte pour étudier toutes les fonctionnalités. Philippe en a parlé, le moteur de recherche interne, par exemple. C'est important aussi pour nous d'un point de vue SEO, parce que même si le plus souvent, on bloque les pages de résultats internes au crawl et à l'indexation, donc on ne s'en sert pas véritablement, on s'en sert en revanche pour l'analyse. C'est très important et très riche de pouvoir identifier les requêtes qui sont saisies par Internet quand il arrive sur votre site, parce qu'il ne trouve pas vraiment ce qu'il cherche. Ça nous permet ensuite de sortir des optimisations UX ou même des contenus à valeur ajoutée pour l'aiguiller un peu mieux sur le site. Tout ce qui est filtre à facettes aussi, si vous êtes sur un e-commerce, nous, c'est une aubaine pour les SEO.
parce que selon les filtres que vous aurez créés, ce seront peut-être des filtres de couleur, de marque, de taille. Nous, on peut les exploiter pour tout ce qui est mots-clés de longue traîne. Et qui dit mots-clés de longue traîne dit intention d'achat forte et maturité de l'internaute plutôt forte. Donc ça, c'est intéressant également. En termes de contenu, évidemment, c'est toujours bien de repartir sur une base saine. Donc, nos refontes, pour nous, c'est une étude sémantique globale, c'est une étude de marché. Quelles sont vos failles, quels sont vos atouts sur votre site actuel et comment on va modifier tout ça, comment on va accompagner tout ça. C'est aussi l'opportunité de réorganiser votre arborescence. Est-ce que vos produits sont bien distribués, sont bien rangés? Est-ce que vous n'avez pas des catégories qui sont déséquilibrées avec 300 produits d'un côté et peut-être 5 produits d'un autre? Auquel cas, peut-être qu'on va devoir mutualiser et rassembler certaines catégories. Voilà. Et puis, tout ce qui est protocole de mesure, si vous faites une refonte, autant mettre en place un plan de marquage, histoire de pouvoir analyser votre ROI une fois que le site est sorti. Vous avez sorti de l'argent pour la refonte, c'est pas un coût anodin. Après, c'est bien, il faut continuer à piloter tout ça en suivant le retour sur investissement et pour pouvoir identifier vraiment quel est le canal d'audience qui vous apporte le plus de bises et qui est le plus rentable pour vous. Voilà pour tout ce qui est bénéfices liés à votre refonte. Philippe, je te propose qu'on réponde. Alors, il y a une question de Laura qui nous dit « Bonjour, en moyenne, il conseille de faire une refonte de son site tous les combien de temps ?» Je ne pense pas qu'il y ait une réponse magique. Ça dépend de la qualité initiale du site et la manière dont il a été construit. Je ne sais pas si Philippe, tu veux répondre. Ouais, en fait, je dirais, si vous rencontrez aucun problème, si votre site vous donne toute satisfaction, vous devez y penser peut-être à la 3e année pour le refaire la 4e ou la 5e année. Il n'y a pas du tout d'obligation si votre site vous rapporte le financement que vous en attendez. Moi, je dirais, au vu des 5 dernières années ou des 8 dernières années, qui n'ont pas du tout été pareils sur les ruptures technologiques qu'on a eues, mais si je prends uniquement sur les ruptures technologiques et ce que nous a imposé Google, parce que malgré tout, on a beau dire ce qu'on veut, c'est comme ça qu'on génère le plus de trafic, encore que maintenant, il y a tous les réseaux sociaux, donc ça c'est important aussi, mais imaginons que votre site, il marche du feu de Dieu tout le temps. Vous n'avez pas de raison de le changer. Mais c'est pendant que ça marche que vous devez quand même vous reposer les questions pour vous dire je gagne ma vie, je vais en profiter pour faire une autre version. C'est pas quand votre bénéfice commence à décliner que vous devez vous dire il faut que je me repose les bonnes questions. Voilà, quand ça marche bien. C'est une question de bon sens en fait. Soit votre site performe bien et dans ce cas-là, on va peut-être essayer d'anticiper les nouveaux usages, etc. Et soit votre site il fonctionne absolument pas, il y a trop de soucis, et autant repartir de zéro, je dirais. Voilà. Et passer de HTML à JavaScript, quels sont les impacts potentiels positifs, je dirais tout ce qui est temps de chargement, Philippe. Et d'un point de vue SEO, par contre, on sait que Google balbutie un peu avec le JavaScript, il n'interprète pas tout le temps correctement. Donc voilà, il y a des bonnes pratiques à respecter. C'est pas impossible, mais il faut que ce soit bien suivi. Je les vois pas les questions, donc je sais pas pourquoi. C'est dans Q et R au-dessus, mais t'inquiète pas, j'en parle. Donc, rapidement sur les autres, parce qu'il faut qu'on avance. Un site créé sur Wix peut-il être efficace côté SEO? Moins c'est personnalisable, moins c'est efficace. Donc, il faut voir les modules qui sont possibles. Et pour un site e-commerce, SMS PrestaShop est-il mieux que WooCommerce? D'un point de vue SEO, PrestaShop, sans hésitation, Philippe, de ton point de vue? Non, c'est ni moins bien ni pire. C'est pas vraiment le sujet en fait. Les CMS, ils répondent de base, que ce soit WordPress, WordPress, PrestaShop, Magento. Si le site est fait par une agence qui est correcte, de toute façon, vous aurez les Web Core Vitals. Après, ce qui fait la différence, c'est vraiment l'agence avec laquelle vous allez travailler. Alors, ça ne prêche pas pour ma paroisse, parce que moi, je fais que du PrestaShop. PrestaShop est très bien, mais les autres sont pas mal non plus, donc il ne faut pas cracher dans la soupe. C'est plutôt le boulot que vous allez faire derrière. C'est comme si vous me disiez, en fait, j'ai 2 magasins l'un à côté de l'autre, lequel est le mieux? C'est le commerçant qui est dedans, le mieux.
Donc, Tout à c'est fait. la façon dont vous allez arranger votre boutique, comment vous allez faire venir du trafic et comment vous arrangez pour que les gens sont dedans. Non, c'est pas fondamentalement différent. Il y a des différences, c'est évident, mais on peut pas dire il y a un CMS qui est bien mieux que l'autre. Sur chaque société, que ce soit PrestaShop, Magento ou Commerce, on va dire WordPress, vous avez des grosses équipes qui bossent, des grosses équipes techniques derrière qui sortent les CMS. Donc, c'est pas des enfants de cœur et c'est des mecs qui savent développer. Donc, les bases sont là. Dernière question d'Alexandre. Est-ce que si je fais une refonte de site sur le même nom de domaine, mais que je garde le contenu textuel, est-ce que je garde mon positionnement SEO? Si vous refondez le site sur le même nom de domaine et que vous gardez les contenus, oui, vous vous assurez d'un maintien de votre positionnement et il n'y a pas de souci. Mais ça ne dépend pas que de ça. Il y a tout un accompagnement technique et de redirection 301 qu'il va falloir mener et on en parlera par la suite. Je vous propose de poursuivre sur la suite. Alors voilà, donc ça c'est un sujet qui nous est cher, c'est la gestion de projet. Donc j'ai 3-4 slides pour vous présenter l'importance de la gestion de projet parce que aujourd'hui, nous, nous et on est de plus en plus souvent et il n'y a plus personne presque qui n'a pas de site. Donc tous les boulots qu'on fait, c'est des refontes de sites. Et souvent on nous dit ouais mais il suffit de migrer, il y a qu'à Faucon. Et alors là, moi, je vous pose la question, à votre avis, c'est plus simple de faire une refonte? C'est pareil que d'avoir créé un site web ou c'est plus difficile? Moi, j'ai l'impression, en tout cas du point de vue de l'agence technique que je suis, qu'on travaille 2 fois plus pour faire une refonte de site que pour créer un site en partant de rien. Et quand je dis 2 fois plus, j'exagère, c'est peut-être même 3 fois plus. Je le vois au prix moyen qu'on fait. On ne sort pas plus de choses et on a beaucoup plus de travail parce que vous avez déjà tous un site dans lequel vous avez déjà eu des habitudes, des fonctionnalités. En fait, quand les clients veulent refondre, ils disent « je veux pareil, mais avec ça en plus ». Donc, il faut déjà refaire le pareil et avec le en plus qui est la refonte, les nouvelles normes, etc. Donc, je vais vous montrer comment se passe une gestion de projet juste en refonte. Donc, nous, déjà, bien sûr, c'est ce qu'on avait dans la création et et on avait déjà tout ce qui était le lancement de projet, installation du site web et du PrestaShop. Ensuite, on a tout un cadrage qui est la réintégration des contenus. Et là, on a un gros boulot d'intégration, mais de réintégration. C'est là où je vous dis qu'en fait, surtout, on va travailler en différentiel. On nous dit presque tous, je veux ça, mais mieux. Il faut déjà reprendre ce qui existe et faire plus. Et puis, il y a un gros boulot où on travaille là, effectivement, avec nos amis de cyber, qui est la refonte de votre catalogue, toute la revue du menu et de l'arborescence. Donc, quand vous avez un catalogue qui fait 50 produits, ça va bien, mais quand on a un catalogue qui fait 50 000 produits avec 1000 catégories, rubriques et sous-catégories, et ben là, on a un gros sujet de votre pilotage et pour faire que le projet, vous voyez, il dure assez longtemps en fait. Il commence au premier tiers du projet, et il va jusqu'à la livraison de cadrage de votre avancée pour s'assurer qu'on a un projet qui commence et qui finit. Et nous, c'est tout ça l'enjeu de la gestion de projet, c'est s'assurer que le projet, il commence et il finit. Donc, comment ça se passe? Eh ben, en fait, on fait un inventaire de toutes les tâches qu'il y a à faire. Vas-y, passe le slide suivant. On fait un inventaire. Donc, typiquement, on essaye de faire la liste de tout le boulot qu'il y a à faire. Donc là, on a pris un exemple de projet. Donc, on a identifié 136 super tâches. D'installation de modules, de récupération de catalogues, de migration des URL, de design, d'installation des modules bancaires, de reparamétrage des modules de transport, de récupération de gestion de contenu. Et donc, ces 136 super tâches, on les divise nous-mêmes entre 2 et 10 tâches. Et donc, on arrive pour un projet de refonte à globalement 1 millier d'actions gérées, réparties entre les différents techniciens de Itis Commerce, techniciens, graphistes, les gens qui s'occupent des Web Core Vitals. Et ça, c'est un vrai sujet. Donc, nous, quand on travaille avec vous, en fait, on essaye de bien décomposer le projet pour que vous n'ayez pas
en tant que maîtrise d'ouvrage, vous n'ayez pas à vous poser la question de comment va se dérouler le projet. On vous prend dans un entonnoir et on vous emmène jusqu'à la fin pour vous assurer que le projet il est bien fait et on vous relance. Donc, on a des réunions de suivi de projet tous les 15 jours. Vas-y, liste suivante, s'il te plaît. Voilà, le plus important, c'est vraiment Juste celle d'avant, celle d'avant, celle d'avant. Je n'avais pas vu que tu étais passé. Voilà. Et donc, on va décomposer tout le projet en éléments atomiques et vous aurez la vision de toutes les tâches qu'il y a à faire. Donc, l'essentiel, c'est pour nous. Vous avez quand même toute la refonte de contenu à faire avec Cyber, qui est quelque chose d'important. Mais dans toute cette refonte, vous êtes complètement guidé parce que vous êtes guidé et sollicité, parce qu'on vous sollicite beaucoup pour vous poser des questions. Et je ne sais pas si vous voyez, mais donc on décompose le projet en plein d'éléments et de sous-éléments, et on s'arrange pour que, comme vous savez, comme vous n'êtes pas forcément des professionnels du web, pour que tout le projet il soit pour vous fluide. Voilà, très important, le projet fluide. Donc, je vous ai mis un exemple de suivi de projet. Et par exemple, une tâche qui était, si vous regardez le truc de droite, le carré de droite, c'est mettre en place les préconisations génériques SEO. C'est-à-dire qu'avant que travaille Cybercité, nous, on a déjà tout un tas de sujets comme mettre en place les recommandations génériques, mettre en place tout ce qui est les H1, les H2, tout le balisage, obfusquer des liens qui font de la pollution, et puis commencer à rentrer, à regarder les cahiers de préconisation de Cybercité pour qu'eux puissent bosser. Donc, on s'arrange que tout ça ce soit fluide pour vous, voire transparent. Mais c'est un gros sujet et c'est plutôt long. Voilà, dites-vous qu'au final, dans l'idéal, et normalement si c'est bien cadré, chaque acteur, que ce soit annonceur, agence web ou agence SEO, doit disposer d'un rétro-planning mutualisé avec à chaque fois les périodes auxquelles vont intervenir chaque acteur et surtout les étapes les plus décisives pour chacun. Parce que nos expertises sont différentes et font que les temps forts sont parfois en décalage, parfois on a des temps forts qui sont identiques. Des fois, il y a des choses qui sont très importantes d'un point de vue SEO, qui le sont peut-être beaucoup moins d'un point de vue technique et vice-versa. Donc, il faut vraiment pouvoir disposer de ce rétro-planning commun, c'est essentiel. Et puis, j'ajouterai un point, la différence entre une refonte et une création. Dans la refonte, on vous demande presque rien. Dans la création, l'agence et Cyber vous demandent peu de choses parce qu'on part d'un terrain vierge et donc on a la liberté de faire comme on veut. Dans une refonte, eh ben, on doit récupérer l'existant et faire mieux. Voilà, donc on insiste vraiment sur cette collaboration très étroite entre tous les acteurs du projet pour réussir la refonte. Et là, ce qu'on va proposer, c'est de vous présenter, on va dire, les 4 opportunités les plus importantes à saisir et qui représentent chacune vraiment une étape sensible de la refonte et qui doivent être travaillées main dans la main, au moins avec l'agence web et vous, annonceurs, ne serait-ce que pour étudier les faisabilités techniques de ce qu'on va demander d'un point de vue SEO notamment. La première opportunité, c'est l'optimisation de l'arborescence. Parfois, il s'agit de choses simples qui relèvent plutôt du bon sens. Parfois, ça nécessite un peu plus de réflexion côté technique et côté contenu. Si on prend plusieurs cas clients, plusieurs exemples, qu'est-ce qu'on va faire comme travail à cette étape ? Ça va être de nettoyer le catalogue. Peut-être que votre site actuel, il y a une mauvaise gestion des flux et du catalogue, avec pas mal de produits indisponibles en erreur 404, ou peut-être desservi en en-tête 200, mais déceptif pour l'internaute parce qu'il ne peut pas commander le produit. Et puis, ça peut être aussi de racheminer tous les contenus historiques et mieux les ventiler dans des catégories sous-segmentées à 2 ou 3 niveaux différents. Avec un client commun qu'on a eu avec ITIS, qui s'appelle CIDEP, on s'était rendu compte sur le site précédent que les pages catégories faisaient beaucoup de trafic, mais engendraient des taux de rebond plutôt élevés, ce qui est surprenant pour cette typologie de page-là. Et en creusant la réflexion, on s'est rendu compte que peut-être les produits n'étaient pas assez répartis sur plusieurs niveaux de catégories et donc sur plusieurs cocons sémantiques. En tout cas, peu importe les volontés de modification de l'arborescence lors de la refonte, nous, côté SEO, on mène des analyses de risque.
L'analyse de risque, elle permet d'identifier si, oui ou non, il y a une perte de trafic qui est potentielle à la suite d'un réagencement. Par exemple, là, ici, on a un site qui commercialise des produits de fromage avec, en termes de services, la mise à disposition de recettes. Notre client nous dit, OK, moi, j'aimerais tout rapatrier sur les fiches recettes, en ce qui concerne les conseils de cuisson, etc. Parce que j'estime que c'est mieux pour l'internaute, il a tout au même endroit, c'est mieux comme ça. OK, ça s'entend, c'est plutôt cohérent. En revanche, toute la visibilité que vous aurez acquis historiquement sur ces fiches conseils, eh ben, vous allez peut-être les perdre, tout simplement. Parce que ce qui va se passer, c'est qu'on a une perte de pages déjà, hein, donc vous avez un volume de pages qui sera bien inférieur à la version précédente de votre site. Vous allez avoir une dilution sémantique parce que si vous voulez être positionné sur cuisson patate vapeur, qu'avant vous disposiez d'une page vraiment dédiée avec du contenu à forte valeur ajoutée et que vous le diluez dans un contenu de recettes, vous n'aurez pas les mêmes performances. Et puis surtout, vous allez perdre du maillage interne, ce qui est plutôt essentiel pour la distribution du jus de notoriété. Donc là, typiquement, on peut dire à notre client, OK, on te suit, par contre, potentiellement, tu vas te priver de 19% de ton audience SEO actuelle. Est-ce que tu veux vraiment y aller? Donc, encore une fois, la communication est hyper importante. Ici, on a un acteur de la distribution de la fourniture de bureau. On a profité de la refonte pour dédoublonner un peu tout ce qui était contenu identique. Comme il s'adressait aussi bien à des cibles B2B que B2C, on a pu voir qu'à plusieurs endroits dans l'arborescence, finalement, il y avait des sujets plutôt identiques. Donc, on en a profité pour fusionner ces catégories. Et puis, comme je vous le disais, pendant la refonte, ça permet aussi de fusionner des catégories qui sont proches thématiquement, mais qui ont des offres produits qui sont plutôt déséquilibrées. Par exemple, ici, en rose, des ordinateurs portables et des ordinateurs de bureau. Ordinateur bureau, il peut avoir 10 références, alors que ordinateur portable, il va en avoir 100 ou 200. Est-ce que c'est cohérent de laisser cette catégorie ordinateur de bureau toute seule dans un coin en termes de portée sémantique, puissance offre produit, on n'aura pas forcément des performances excellentes. Voilà pour l'arborescence. Je vais juste regarder s'il y a des questions à ce sujet-là. J'ai fait une boulette, là, j'ai effacé une question à laquelle ils m'ont posé. Est-ce que l'arborescence doit être partagée au début? Donc, je n'ai pas réussi à répondre. Est-ce que l'arborescence, quoi? L'arborescence du projet doit être dans le cahier des charges du début. Donc, je suis désolé. Oui, plus vous en mettrez dans le cahier des charges, Voilà. mieux ce sera. Hein. Mais Voilà. quoi qu'il en soit, c'est une étape de réflexion indispensable entre tous les acteurs. Désolé. Vous, côté annonceur, parce que vous connaissez bien votre produit. Nous, côté SEO, parce qu'on sait ce que Google apprécie en termes de rangement et de tri. Et côté agence web ou e commerce, faut qu'ils puissent nous dire ce qui est possible ou pas techniquement. Est-ce qu'on peut aller jusque 3-4 niveaux de profondeur différents? Est-ce qu'on va gérer certaines sous-thématiques avec des filtres? Voilà, c'est vraiment une discussion à avoir, une discussion collective. Désolé, Colline, hein, je vous ai excusé la question. C'est pas grave. La deuxième opportunité, on en a déjà parlé, c'est l'optimisation des Core Web Vitals. Les Core Web Vitals, je ne sais pas si ça évoque quelque chose à tout le monde. Hein. En français, c'est signaux web essentiels. Ils font vraiment partie d'algorithmes depuis mi-2021. Et ça permet de mesurer 3 choses. La rapidité de chargement de la page, ce qu'on appelle le LCP. L'interactivité au sein de la page, c'est-à-dire est-ce que les internautes utilisent les CTA ou pas. Et la stabilité visuelle du contenu de la page, ce qui s'appelle le CLS. La stabilité visuelle de la page, par exemple, quand vous accédez à un article de presse qui vous intéresse énormément, vous avez hâte de connaître la réponse à votre question et que vous commencez à lire et pendant le chargement, il y a des interstices visuels qui arrivent et qui décalent tout le niveau de texte, c'est très agaçant. Et comme c'est très agaçant, Google en fait la chasse. Où est-ce que vous pouvez trouver ce score précisément? Il y a 2 manières de le trouver. Sur le Google PageSpeed Insight, donc là, vous requêtez votre URL ou la page que vous souhaitez analyser, si c'est une page interne, et vous allez avoir une note sur 100 avec plein de recos différentes associées.
Et sinon, vous pouvez aussi trouver ce score sur votre compte Google Search Console, où vous disposez vraiment d'un aperçu global de l'ensemble de vos pages et surtout d'une évolution dans le temps. Peut-être qu'à date, vous pouvez avoir une très mauvaise note, mais que si vous regardez la courbe, finalement, ça fait qu'une semaine et c'est peut-être parce qu'il y a eu un souci serveur ou je ne sais quoi. Et finalement, ce souci sera peut-être que temporaire. Donc nous, on regarde ça en amont d'une refonte pour savoir vraiment quelle est l'ampleur du travail sur les Core Web Vitals qui nous attend. Après, Philippe va vous expliquer ce qui… Ouais, alors en fait, c'est pas très fun de parler des Core Web Vitals, c'est de la technique pure. Le but, c'est toujours d'essayer de réduire les temps de serveur. Et on en parlera avec Hélène tout au long du projet, mais c'est vraiment un travail qu'on doit faire tout le temps parce que on livre un site, les temps peuvent se dégrader les temps de réponse peuvent se dégrader pour plein de réponses. Et donc, pour réduire les temps de réponse du serveur dans les Web Core Vitals, on vérifie par exemple que la machine est suffisamment puissante, qu'on utilise, vous l'avez peut-être déjà vu, ça, les nouveaux formats d'image qu'impose Google qui s'appelle WebP. On s'arrange pour avoir des polices qui sont déjà connues par les navigateurs, voire qu'on précharge en début de page ou qu'on charge de manière asynchrone. On optimise en compressant tout ce qui est les ressources, JavaScript, CSS, on optimise tous ces éléments. Donc, c'est pas fun, mais tout ça, on le mesure assez bien parce qu'il y a des pages, des fois, on a déjà pris des sites où les temps de réponse, c'était 20 secondes par page. Le but, c'est de tomber, on va dire, en dessous de 2 secondes. Si on est à une demi-seconde, c'est topissime, mais après, il y a plein de contraintes techniques. Donc, c'est quelque chose qu'on doit vérifier tout au long du projet, tout au long du cycle, mais aussi tout au long de la vie du Et site. pensez que plus vous serez sur une solution open source, plus vous disposerez de modules qui existent déjà pour vraiment pré-régler ces critères de Core Web Vitals. On dispose de modules d'analyse. Par exemple, vous avez un site qui se met à ramer à un moment donné, on ne sait pas pourquoi. Eh bien, comment on fait pour trouver ce qui fait ramer? Et des fois, si on n'a pas les bons outils, c'est difficile. Donc, c'est ça qu'on surveille dans les Web Core Vitals. Merci Philippe. Avant de passer au troisième point, j'ai une question SEO. Bonjour, lorsqu'il y a un changement de nom de domaine et de marque, quels sont les points à penser pour ne pas perdre la visibilité qui était acquise sur l'ancien site? La première chose, c'est de bien choisir son nouveau nom de domaine, déjà sémantiquement, déjà stratégiquement par rapport à au plan de communication que vous envisagez, et aussi pour vérifier que personne ne possède un nom de domaine identique. C'est arrivé récemment chez l'un de nos clients, par exemple. S'il veut sortir un nouveau site et qu'il y a déjà un acteur qui a exactement le même nom de domaine, mais avec des tirets, et qui est là depuis 10 ans, ça va être compliqué de rivaliser, surtout si c'est le même secteur d'activité. Après, globalement, tout le reste, c'est les mêmes optimisations et la même attention technique qu'on va apporter à une refonte basique. Redirection 301, création de contenu, il faut être propre d'un point de vue hygiène technique et sémantique. Et surtout, il va falloir repartir de zéro sur vos backlinks ou presque, puisqu'on ne pourra que les rediriger. La troisième opportunité pendant une refonte, c'est le tracking et la conformité RGPD. Chez Cybercité, on dispose d'un pôle d'experts analytics qui, pour le coup, sont en mesure de déterminer les meilleurs KPI que vous allez pouvoir traquer et que vous allez pouvoir analyser pour déterminer la manière optimale pour optimiser vos conversions. Et pour le coup, réaliser une refonte sans plan de marquage, c'est un peu contre nature, je dirais, parce que vous investissez énormément dans votre refonte, mais derrière, à quoi ça sert si vous ne pilotez pas la data et si vous n'allez pas analyser ce qui vous apporte le plus de business. Notre pôle analytics aussi, il est là en support avec ITIS Commerce pour choisir la meilleure solution de bandeau possible pour être conforme au RGPD et surtout faire les réglages, parce que ce n'est pas tout de choisir le bandeau, que ce soit Acceptio ou tarte au citron, etc. Il faut aussi pouvoir le régler correctement. Vous pouvez mettre un bandeau, mais si votre tag se déclenche alors même que l'internaute n'a rien accepté, vous n'êtes plus RGPD friendly. Comment ça se passe un tracking? Encore une fois, tous les acteurs en fait vont bosser dessus. D'abord, l'annonceur, donc vous client, vous allez exprimer votre besoin.
sur mon nouveau site, je veux traquer mon formulaire de contact, je veux traquer mon bouton à la soumission de newsletter, etc., que ce soit macro ou micro-conversion. Cybercité le traduit, on va dire techniquement, en balise, en tag, en container GTM. Et puis, ITIS, si on n'est pas autonome d'un point de vue GTM côté cybercité, ITIS va implémenter en dur dans le code tout ce qui est plan de tagage. Voilà, donc on vous a mis des petits screens, je vais passer rapidement, hein, mais c'est pour que vous ayez une idée de la donnée que vous pouvez récolter une fois que ce plan de marquage est mis en place. C'est évidemment tout ce qui est top produits qui vont performer, top canaux d'acquisition qui va performer, qui va vous générer le plus de bises. Ça va être aussi les tunnels de conversion, quel ratio d'internautes a mis au panier, quel pourcentage d'abandonnistes on a et à quelle étape dans le tunnel d'achat les gens abandonnent leur démarche. Et puis après, on a d'autres exemples de KPI sur des micro-conversions, que ce soit de la génération de leads, du scroll de contenu. Est-ce que votre contenu il est intéressant? Est-ce que les internautes ont tendance à le lire à 100%? Pareil pour les vidéos. Est-ce que les vidéos sont vues dans leur intégralité? Est-ce que elles sont passées, elles sont zappées? Voilà, tout autant de KPI qui vous aideront vraiment à savoir si votre site il est efficace et s'il donne satisfaction à l'internaute. Parce que donner satisfaction à l'internaute, c'est aussi donner satisfaction au robot de Google. C'est ce qu'il faut vraiment se dire. Alors, on nous pose une Oui. question sur le chat là. Est-ce que le FID est pertinent? Objectivement, nous qui faisons ça tous les jours, j'allais dire, tout est pertinent, mais globalement, il y a quand même un certain mystère à la pondération que donne Google à tous ces points, en tout cas pour nous. Donc en fait, on essaye juste de faire que quand on voit qu'il y a un point rouge sur les Google Page Speed, on essaye de le régler. Voilà, donc j'ai tendance à dire oui, tout est important. Après, si vous avez un FID qui n'est pas bon, mais que vous avez un score à 95, vous pouvez quand même vous poser la question de savoir s'il faut investir pour améliorer le FID. C'est ce que j'allais dire. Encore une fois, tout est question de bon sens. Google, il n'est pas là pour faire la chasse. Google, il est là vraiment pour satisfaire l'internaute et lui desservir le meilleur résultat possible par rapport à sa requête initiale. Si un internaute arrive sur une fiche produit et que vous ne faites pas de commerce en ligne, par exemple, ça peut être hyper frustrant. Il arrive sur un produit qui lui plaît, mais vous ne lui donnez pas la possibilité de convertir et d'acheter parce que vous ne faites pas de vente en ligne. Ça peut poser problème. Voilà. Après, d'expérience, c'est souvent le CLS qui pêche, les Core Vitals. Et le CLS, c'est souvent l'optimisation et la compression d'image. Je vous propose de continuer. On est vraiment short niveau timing. Sur le dernier point, en fait, on en a parlé précédemment, c'est la mise en place des redirections qui doivent vraiment être processées du début jusqu'à la fin. Les tests finaux doivent toujours être réalisés en partenariat avec l'agence web. Et plus meilleure sera la communication, meilleure sera la réactivité de chacun pour ajuster la moindre petite redirection quand le site sera poussé en ligne. Comment ça se passe, un process de redirection? Eh bien, Cybercité va identifier tout ce qui peut être automatisé déjà, parce que si vous avez un site de 20 000 pages, on ne va peut-être pas faire 20 000 lignes de redirection. Donc, on va, en bonne intelligence, statuer avec l'agence si les produits peuvent être redirigés automatiquement, parce qu'ils ont les mêmes ID de l'ancien site par rapport au nouveau. Pareil pour les actualités, pareil pour les offres d'emploi, etc., etc. Et si on arrive à automatiser peut-être 60 ou 80% des redirections, ça minimise déjà les redirections manuelles. Voilà, donc nous, on va collecter, on va trier les URL par importance SEO, par importance, vous, le côté business. Quelles sont les pages qui font plus de trafic à date, quelles sont les pages qui se positionnent, on va les chouchouter et choisir vraiment la meilleure correspondance possible avec le nouveau site. Ensuite, on va mettre en place les règles de redirection sur l'environnement de pré-production. On va les tester. Est-ce qu'elles fonctionnent bien à 100%? Et puis après, on pourra pousser les choses en ligne. Voilà, donc un petit extrait de ce à quoi peut ressembler un plan de redirection. C'est simple, hein, il y a 2 colonnes, c'est tout bête.
la colonne A, ancienne URL, la colonne B, nouvelle URL. On va en profiter pour, par exemple, placer les produits à la racine. Donc, plutôt que d'être dans un répertoire de nos produits, juste placer les produits à la racine, que ce soit plus simple et éviter les doublons. On va rationaliser aussi certaines redirections. Si vous avez des URL à paramètres ou à répertoire, eh bien, alors ici, c'est du caractère, c'est du regex. On va mettre tout ce qui se trouve dans le répertoire actualité, on va le rediriger vers, par exemple, actualité/2021, si ce sont des actualités, par exemple, qui ne concernaient que l'année 2021. Alors, je fais une petite intervention. Oui. Quand il y a beaucoup de redirections à faire quand vous réorganisez votre catalogue, quand vous réorganisez vos pages de contenu, etc. Mais imaginons que vous migriez, alors nous, encore une fois, on fait du PrestaShop, mais si vous migrez de PrestaShop vers PrestaShop, quand on récupère le catalogue produit, on récupère les mêmes URL produits. Donc déjà, vous n'avez pas à refaire la réindexation des produits. Donc, imaginons que vous êtes très fort en référencement sur, je dis n'importe quoi, vous vendez des Vorwerk, vous êtes très fort en pièces détachées de couteaux Vorwerk. Le couteau, il est bien indexé. Il ne changera pas d'URL d'une version de PrestaShop à une autre version de PrestaShop. Ce qui pourrait éventuellement changer d'URL, c'est si vous réorganisez les catégories. Mais les produits restant au même endroit, eh bien, vous conservez nativement votre référencement. Tout à fait, bonne remarque. Et puis, pendant ce plan de redirection, pendant ce mapping, on va aussi faire attention à ne pas rediriger tout simplement des URL qui gardent la même clé d'URL sur un nouveau site. Ça peut arriver, par exemple, sur tout ce qui est page CMS, tout ce qui est politique de gestion de données, mention légale, etc. Si on le fait, ça crée des boucles de redirection et ça fait péter le crawler côté Google et ça peut être très préjudiciable. Voilà. Pardon, Philippe? Non, vas-y. Du coup, je te donne la parole, vas-y, Ouais, c'est bon. on va aller, encore une fois, on est en retard, donc on va aller vite sur les 2 prochains slides sur les clés de succès. Donc là, on vous a montré un exemple d'une refonte esthétique et ergonomique. Vas-y, donc là, on est sur la version précédente et la version suivante. Donc, pour vous dire que c'est très beau, très joli, ça c'est beaucoup mieux, c'est beaucoup plus moderne, etc. Mais le vrai intérêt de ces slides, c'est le slide 39, vas-y, et donc c'est ça, c'est-à-dire que vous passez d'une performance qui était 69 à une performance 98. Alors, je rebondis aussi sur la question qu'on a eue sur les FID tout à l'heure, c'est vraiment ça, l'idée c'est d'avoir le plus de chiffres en vert possible et le plus de performance. Et alors, comment on y arrive à ça? Ça, c'est vraiment un sujet qui est intéressant. Et tous les clients, dans la refonte, ne nous le demandent pas ou ne le font pas. C'est-à-dire que au fur et à mesure qu'on construit le projet, chaque fois presque tous les jours, on fait cette analyse. C'est-à-dire que tous les jours, vous avez des techniciens qui travaillent sur votre site et ils peuvent faire quelque chose qui dégrade les performances. Et donc, dans certains projets, ce n'est pas tous les projets où on nous demande particulièrement d'avoir des performances améliorées pour certaines raisons. C'est vraiment un travail quotidien. Tous les soirs, on fait l'inventaire de la performance du site pour s'assurer qu'on n'a pas fait le choix dans la journée qui dégradait les performances du site. Et ça a l'air anecdotique, mais vous avez des gens qui développent, des gens qui font de l'intégration, des gens qui font du contenu de page. Et des fois, ils ont fait un truc qui vous font passer de 98 à 60. Et bien ça, il faut le détecter très vite et très en amont. Donc, ce qui est le plus important dans les performances améliorées et dans la refonte du site, c'est bien cette page-là. De la même manière, cette page-là, elle est très importante. Vous connaissez presque tous, j'imagine. Vous allez sur Google, vous tapez Google PageSpeed et vous allez avoir ce sujet-là. Des fois, vous avez un site qui est, on va dire, une performance correcte à 80, 85. Et du jour au lendemain, Google a changé son algorithme et vous vous retrouvez à 65 ou 70. Ou bien vous avez changé votre slider de page d'accueil, vous avez mis une image trop grosse et instantanément, vous perdez 10 points ou 20 points. Ou alors, vous avez mis un feed d'un réseau social et le feed du réseau social, il vous fait faire 20 points. Et ça, c'est par exemple, typiquement, c'est très, très souvent, vous mettez les feeds Instagram sur vos bas de page, ça vous plombe les pages parce que le feed qui a été choisi, il n'est pas performant. Voilà, des choses comme ça. Ce KPI, il n'est pas fixe dans le temps. Il peut être très bon à la sortie du site et vous allez faire vivre votre site, et comme le dit Philippe, juste en
en ajoutant une vidéo, ça peut tout péter Ça péter peut le tout score. péter. Donc, c'est vraiment un travail que vous devez surveiller régulièrement. Vous devez régulièrement faire des passes. Vous devez régulièrement voir si vous n'avez pas fait ou les gens avec qui vous bossez. On ne le mesure pas tout le temps, mais des fois, c'est une action anodine vous fait perdre 20 points. Tout à fait. Voilà, donc en termes de performance, c'est très important. La finalité de la refonte est très importante. Après, forcément, une refonte réussie, c'est un pic de visibilité. Alors déjà, s'il y a un maintien de visibilité, c'est une réussite en soi. Mais si, en plus de ça, vous avez gratté des positions en top 10, en top 20 Google, c'est un nouveau socle de travail et c'est des nouvelles opportunités. Donc, on peut dire que c'est une réussite. Évidemment, si le trafic suit, c'est bien également. Alors attention, hein, si vous avez coordonné votre fonte avec un bandeau RGPD, enfin avec un bandeau RGPD valide et conforme, normalement, vous allez avoir une déperdition de données. Donc, c'est juste une baisse de collecte, ce n'est pas une baisse avérée de trafic. Voilà. Ce qui était le cas pour ce site, par exemple. Voilà, donc après la refonte, évidemment, comme on vous le disait, par exemple, avec le score des Correct Vitals, faut entretenir tout ce travail, en fait. Ça ne s'arrête pas là. Une fois que le site est stable, il faut recommencer une stratégie d'optimisation d'un point de vue SEO. Il faut réfléchir à faire des contenus de conquête. Il faut réfléchir à votre popularité par le biais des backlinks. Et puis, suivre la technique avec votre agence web. Parce que même si à la sortie du site, la technique est propre, vous allez faire vivre votre site, il va y avoir des évolutions sur le CMS qui vont faire que, à un moment donné, Google va décrocher parce qu'il y a des choses qui ne lui plaisent pas. Et pour ça, il faut s'assurer de pouvoir auditer régulièrement la technique de votre site. Je réponds. Moi, je voulais répondre à Sonia qui nous parlait de la comparaison des performances n'est-elle pas biaisée. Vous comparez la version mobile et la version bureau. Donc, j'avais commencé à rédiger une réponse, mais c'est trop long. Ouais. Donc, en fait, c'est pas la même chose. Quand la version de bureau, ça vous assure que déjà votre site est conforme et que les serveurs répondent correctement. Ce qu'il faut savoir, c'est que Google PageSpeed utilise des clients. Alors, ce qu'on appelle un client, c'est un navigateur différent en fonction du PC et en fonction du mobile. Donc, le client PC, il est de toute façon beaucoup plus performant et beaucoup plus puissant parce que la puissance processeur du navigateur qui vous reçoit et qui traite la page est beaucoup plus puissante. Donc, ce qui fait que de toute façon, il ne considère pas les mêmes temps de réponse, les mêmes temps pour analyser le JavaScript, le même temps pour décompresser les CSS, le même temps pour afficher les images. Donc, vous aurez souvent un temps de réponse et un page speed qui est bien meilleur sur le bureau parce que le processeur considéré par Google pour faire cette analyse, il est bien plus performant. Donc, même sur une page qui est mauvaise sur mobile, elle peut être quand même correcte sur PC parce que le navigateur utilisé sur PC, de toute façon, Google considère qu'il est performant. Maintenant, quand Google fait son test sur un navigateur de téléphone portable, il prend un vieux client, je ne sais plus ce que c'est comme navigateur web, mais il prend un vieux mobile. Donc, le mobile, lui, de toute façon, il met du temps à afficher les images, il met du temps à décompresser les JavaScript, il met du temps à interpréter les CSS, il met du temps à faire la mise en forme des données qui lui sont envoyées. Et c'est sur ces sujets-là qu'il faut intervenir. Et donc, les templates qui sont envoyés vers les mobiles et les templates qui sont envoyés vers les PC ne sont pas gérés de la même manière. Et donc, c'est presque deux sites différents. Donc, à la question, est-ce que c'est biaisé ? Je pense que c'est surtout pas du tout les mêmes éléments qui sont comparés. Voilà. Donc, c'est pour ça que quand on fait un site web, on fait une version PC, une version tablette et au moins une version téléphone mobile. Et on ne considère pas du tout les mêmes choses et on n'affiche pas du tout le même nombre d'éléments. Donc, ce n'est pas les mêmes templates souvent. Même s'ils sont noyés dans le même morceau de code, on n'en voit pas les mêmes données. Donc, c'est ça que teste Google et il teste ces deux visions différentes de la même donnée et du même site web. Je ne sais pas si j'ai répondu, mais c'est vraiment deux analyses complètement différentes. Et une dernière question de Karine, comment détecter les boucles de redirection? C'est plutôt simple, il y a deux manières différentes. En front, comme ça, sur votre navigateur, si vous requêtez l'URL, en fait, la page ne sera jamais affichée, ça va tourner en boucle. Et puis nous, côté SEO, côté technique, on travaille avec Screaming Frog qui nous permet de simuler un crawl de Google et qui va justement nous détecter des URL en 301 qui renvoient vers une URL en 301, etc. etc., etc.
Je pense qu'on a répondu à toutes les questions. Désolée pour la durée du webinaire, on a fait ce qu'on a pu. N'hésitez pas si des choses sont pas forcément claires, à nous contacter évidemment ou à télécharger les livres blancs sur le site de Cybercité. Et puis, quoi qu'il en soit, nous on reste dispo par mail ou par téléphone, sur LinkedIn, par écran de fumée, ce que vous voulez. On répondra à vos questions. Donc merci vraiment à tous pour votre écoute. Merci à tous. Eh bien, bientôt. merci Philippe et Hélène. On se retrouve donc à 14h15 avec Émilie pour une conférence sur Performance Max. Je vous envoie le lien également dans le chat. N'hésitez pas à aller sur la plateforme Saloon pour vous inscrire si ce n'est pas déjà fait. Encore merci Hélène et Philippe et on vous souhaite un bon appétit. À bientôt. Merci, bon appétit à À tout tous. à l'heure.